Oui, bonjour, Sba. Après, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Bien. Et on va traiter des transferts de chaleur par convection. Donc, je vous ai transmis le support de cours. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois lorsqu'on avait parlé des transferts thermiques? On avait parlé du transfert de chaleur par conduction. Conduction, donc c'est à l'intérieur d'un solide. Les transferts de chaleur par convection concernent un solide et un fluide. Par exemple, vous avez un mur avec de l'air. Si je prends un local, c'est le transfert de chaleur par convection classique, c'est entre le mur et l'air. L'air, quand il vient en contact du mur, eh bien cet air-là, il va prendre de la chaleur à un mur, et puis cet air-là va transmettre cette chaleur au mur qui est en face, toujours de la même manière, en allant en contact avec cet autre mur. Le transfert de chaleur par convection, c'est ce qu'on fait naturellement quand, par exemple, on veut refroidir un plat qui est chaud. Qu'est-ce qu'on fait? On souffle dessus, tout simplement. Quand on souffle dessus, ça veut dire que l'air qui avoisine le plat va prendre la chaleur qui est dans le plat et ainsi le plat va se refroidir. Donc, c'est un transfert de chaleur entre un solide et un fluide. Et le transfert de chaleur se fait par déplacement du fluide. C'est-à-dire c'est le fluide qui se déplace. Alors, bien entendu, plus la vitesse du fluide va être importante, plus le transfert de chaleur va être important. Alors, ce mécanisme donc, de transfert, il est défini par ce qu'on appelle la loi de Newton. C'est ce que je vous ai donné au niveau du support de cours. Le flux de chaleur en watts, il est égal à un coefficient de transfert de chaleur par convection qu'on note H, qu'on va multiplier par la surface, c'est-à-dire la surface de contact entre le solide et le fluide, fois
une différence de température. La différence température, c'est-à-dire vous avez la température du solide et vous avez la température du fluide. La température du fluide, on la prend un peu loin de la surface du solide. C'est pour ça qu'on l'a noté T infini. Mais la loi de Newton, donc c'est tout simplement le flux de chaleur, c'est un coefficient H, c'est un coefficient de transfert, fois une surface, fois une différence de température. La différence de température, c'est la différence de température entre le fluide et le solide. Bien. Ce qu'il faut émettre comme remarque, c'est que le coefficient de transfert H, bien sûr, il est fonction de la nature du fluide. Hein, donc, le fluide, ça peut être... si je vous pose comme question, qu'est-ce qu'on peut avoir comme fluide, nous, dans le cadre du bâtiment? Bon, on a l'air, mais dans votre spécialité, qu'est-ce que vous avez comme fluide qui va être utilisé? Je vous écoute. L'eau, monsieur. L'eau, bien sûr. Donc vous avez l'eau. Z, qu'est-ce qu'il y a encore comme fluide? Quel gaz? Gaz, monsieur. Quel gaz? Gaz de V, monsieur. Vous avez aussi ce qu'on retrouve dans votre spécialité, tous les gaz qui se retrouvent dans les machines frigorifiques. Par exemple, dans un climatiseur, dans un système de climatisation, vous avez des gaz, ce qu'on appelle des fluides frigorigènes. D'accord? Donc, en fait, les gaz principaux, enfin les fluides principaux que nous que vous allez rencontrer dans cette spécialité, c'est l'air, l'eau et les fluides frigorigènes. Donc le coefficient H, il est fonction de la nature du fluide, c'est-à-dire il faut voir quel type de fluide vous avez. Bien sûr, il dépend de la température, il dépend de la vitesse, parce que plus, bon ça c'est évident, hein, plus le fluide il va vite, plus le coefficient H va augmenter. Et puis il dépend aussi des caractéristiques géométriques de la surface de contact. Bien. Alors vous avez deux types de convection. Vous avez ce qu'on appelle la convection naturelle. La convection naturelle, si je vous pose une question, prenons le cas de l'air ou de l'eau, peu importe. Si je chauffe l'air, qu'est-ce qui va se passer? Si je vous pose la question, que va-t-il se passer si on chauffe de l'air? Il va s'évaporer. Non, l'air ne s'évapore pas. Ah, l'air, pardon. L'air. Si je chauffe l'air, qu'est-ce qui va se passer? Des gouttes d'eau Non. qui va augmenter. Qu'est-ce qui va augmenter? واش يصرى له؟ La n'importe quel pression qui va matériau. augmenter. Non, c'est pas tout à fait ça. N'importe quel matériau, n'importe quel, ماشي غير l'air. N'importe quel matériau. لو كان نسخنو, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Normalement, ça c'est de la physique. Vous avez fait un peu de physique quand même. Un matériau, quand il est chauffé, c'est-à-dire mécaniquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dilater. D'accord? Il jade.
quand je chauffe un matériau, il va se dilater, c'est-à-dire il va bouger. Quand je vais refroidir un matériau, il va se contracter. D'accord? Donc, si je chauffe l'air, donc il va se dilater. C'est-à-dire sa masse volumique. Qu'est-ce qui va se passer? Tekber ou la تنقص? La masse volumique, c'est la masse du corps divisé par le volume. Alors, si je chauffe l'air, la masse volumique, qu'est-ce qui va lui arriver? Ça, c'est des choses qu'on apprend au collège. Hein? La masse volumique, qu'est-ce qui lui arrive? Bien sûr, puisque quand vous avez une dilatation, c'est-à-dire que vous avez moins de molécules d'air dans un mètre cube en termes de volume. D'accord? Donc ça veut dire la masse volumique تنقص. Et donc si la masse volumique تنقص, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'air chaud يطلع. Ok? Et l'air qui est froid, il reste en bas. D'accord? La convection libre, c'est ça. C'est quand vous utilisez par exemple un radiateur dans un local. Vous avez un radiateur dans un local. L'air, c'est-à-dire les molécules d'air qui se trouvent près du radiateur, elles vont chauffer. Donc elles vont se dilater. Donc ça veut dire leur masse volumique تنقص. Et si leur masse volumique تنقص, donc les molécules d'air يطلعوا. Et elles vont être remplacées par des molécules d'air qui sont plus froides. Et donc, etc. Donc, avec les molécules d'air froides, elles vont être réchauffées, elles vont monter, etc. Donc, la convection libre, ça veut dire que l'air va bouger de manière naturelle sans mettre de ventilateur. C'est-à-dire que je ne mets ni ventilateur, ni rien du tout. L'air en contact avec une surface chaude va naturellement monter. C'est ce qu'on appelle la convection libre ou naturelle. C'est ce que j'ai mis dans le support de cours, c'est-à-dire que le fluide, il est mis en mouvement sous le seul effet des différences de masse volumique résultant des différences températures. Donc, lorsque vous avez un volume, il faut savoir que l'air le plus froid, il dit meltact, ou l'air le plus chaud, il dit melfouk. Ok? C'est pour ça que par exemple, si je prends un frigidaire, pour ça que dans un frigidaire, l'air le plus froid, il se trouve en bas du frigidaire. C'est pour ça que quand on stocke par exemple des aliments, ben si on veut stocker des aliments, on veut avoir la partie la plus froide, et ben il faut stocker les aliments en bas, certains aliments en bas. Donc dans chaque vous avez ce qu'on appelle une différence température liée à la hauteur du volume. Si vous prenez votre pièce, votre local, là où vous habitez, votre logement, si vous prenez comment on appelle ça? Oui? Oui, je vous écoute. Monsieur ماني نسمع والو انا غير تكوبا عندي. Moi je vous entends très bien. Mais je peux rien faire, hein. C'est pareil pour moi, monsieur. Est-ce que les autres m'entendent? Le partage. Est-ce que les autres m'entendent? Oui, Oui, un peu, monsieur. Pardon? L'écran, les machines partagées. Bon, l'écran, je l'ai partagé, hein, donc je sais pas. Vous le voyez? Monsieur, تبان لي غير نحي l'écran parce que monsieur وقيل كاين درت l'écran لي الصون راح شويه راحت كونيكسيون. Bon, alors, bon, je vais enlever l'écran, mais donc il faut suivre sur, vous l'avez, le support. معليش monsieur.
D'accord. Donc تبقى sur le support directement. Ok? Ah, monsieur. C'est bon, là, vous m'entendez mieux? Oui, très bien, monsieur. Monsieur هكذا نسمع أنا. خلاص. Donc c'était le partage, هذا. Peut-être. Et parce que je l'ai enlevé, hein. Monsieur, s'il vous plaît, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur, s'il vous plaît, l'enregistrement juste pour aujourd'hui parce que d'habitude, on a l'enregistrement, mais l'application elle bug, donc j'arrive pas. Ben bon, si j'ai peur de lancer l'enregistrement, ben je vais bugger. Donc, comme il y a une mauvaise Juste connexion. aujourd'hui, parce que d'habitude, on a l'enregistrement. Alors, où est-ce qu'il... c'est... Bon, je vois chat. L'enregistrement... comment vous le faites? Avec quel... نديرو بأوجيسيال دونك سي ما كاين حتى واحد هنا ليكيب personne. Bon, je vois pas où se trouve l'enregistrement, hein, parce que comme je l'ai jamais fait. Bon, je vais continuer le cours si vous le permettez. L'enregistrement, il ne me donne pas la main. Donc, parce qu'il me dit, vous ne pouvez pas enregistrer cette réunion car vous aurez dépassé votre capacité de stockage. Donc, apparemment, il ne donne pas la main. Bon, on va continuer le cours. Donc, pour améliorer le cours, peut-être qu'il faudra imprimer votre cours, le support que je vous donne. Peut-être qu'il faudra l'imprimer ou en tout cas au moins l'avoir sous les yeux pendant que je fais le cours. Bien. Donc vous avez deux types de convection, la convection naturelle et la convection forcée. La convection naturelle, c'est, comme on l'a dit, c'est lorsque l'air il se déplace tout seul sans qu'il y ait une force extérieure, c'est-à-dire sans ventilateur, sans pompe, sans rien du tout. Et la convection forcée, c'est lorsque le fluide, son déplacement, il est dû à une cause qui est indépendante des différences températures. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous avez un ventilateur, par exemple un climatiseur, et un ventilateur, donc l'air qui se déplace à côté du climatiseur, c'est une convection forcée. Alors, je vous ai donné un tableau où on donne à peu près les ordres de grandeur du coefficient de transfert de chaleur par convection. Lorsque vous avez une convection naturelle, par exemple pour un gaz, le coefficient H, il est de l'ordre de la dizaine. Il est à peu près égal à 10 watts par mètre carré par degré d'écart. Dans un liquide, vous êtes aux alentours de 200, 300 watts par mètre carré par degré d'écart. Dans une convection forcée, si vous avez un gaz, vous êtes aux alentours d'une centaine, à peu près 100 watts par mètre carré par degré d'écart, et avec un liquide, ça peut aller jusqu'à 3000, 4000 watts par mètre carré par degré d'écart. Donc, selon la nature du corps, si c'est un gaz ou si c'est un liquide, selon le type de convection, le coefficient H, il va varier. Donc j'ai donné, disons,
un ordre de grandeur. Bien. Prenons le cas de la convection forcée. Alors, juste avant de parler de la convection forcée, c'est que le coefficient H, il ne se calcule pas. Le coefficient H, vous avez des formules expérimentales qui sont données pour chaque type de problème. D'accord? C'est pas quelque chose qui se calcule, ça vient de l'expérience. Donc vous avez, dans chaque cas, vous avez une formule qui convient. Alors, concernant la convection forcée, je vous ai donné un tableau dans le support de cours où le coefficient H, il dépend d'un certain nombre de paramètres. Donc le coefficient H, dans son unité, c'est des watts par mètre carré par degré d'écart. Pour le calculer, on utilise la vitesse moyenne en mètres par seconde, la viscosité du fluide, qui est en kilogrammes par mètre par seconde, la conductivité du fluide, lambda, qui est donnée en watts par mètre par Kelvin, la chaleur massique, la masse volumique et une dimension caractéristique grandie. Et pour faire le calcul en convection forcée, pour déterminer le coefficient H, on utilise trois nombres. On utilise le nombre de Reynolds, dont la formule est donnée au niveau du support de cours, qui est égal à la vitesse fois la dimension caractéristique fois la masse volumique divisé par la viscosité. On utilise le nombre, ce qu'on appelle le nombre de Prandtl, qui est égal à mu fois c fois lambda, c'est-à-dire la viscosité fois la chaleur massique divisé par la conductivité, et on utilise le nombre de Nusselt. Nusselt qui est égal au coefficient d'échange fois la dimension divisée par lambda. Donc en fait, vous allez trouver dans la littérature des formules qui vont vous donner comment on calcule le nombre de Nusselt pour le cas que vous êtes en train d'examiner. Alors, le problème, donc pour calculer H, pour pouvoir appliquer la loi de Newton, comme on l'a vu tout à l'heure, la loi de Newton, c'est H égale, le flux de chaleur, c'est égal à H fois S fois la différence température. Donc là, notre problème, c'est de calculer H. On va calculer en général, lorsque vous avez une convection forcée, on calcule les nombres de Reynolds et de Prandtl, on choisit une corrélation et on calcule Nusselt par cette corrélation et après on détermine H. Prenons un exemple. Donc, je vous ai donné dans le support de cours, lorsque vous avez un fluide qui s'écoule dans un tube. Donc, le cas Tana, le cas que l'on rencontre dans cette spécialité, c'est par exemple de l'eau qui circule dans un tuyau de chauffage, dans une tuyauterie de chauffage. Ok? Ou bien vous avez de l'air froid qui circule dans une gaine de climatisation. Donc ça, c'est typiquement l'écoulement d'un fluide dans un tube. Alors dans ce cas-là, vous allez utiliser la corrélation qui est donnée, c'est-à-dire que le nombre de Nusselt est égal à 0,023 fois le nombre de Reynolds à la puissance 0,8 fois le nombre de Prandtl à la puissance n. N il varie s'il est égal à 0,3, si la température du fluide est supérieure à la température de la paroi, et n égale 0,4 si la température du fluide est inférieure à la température de la paroi. Bien. Dans ce cas-là, lorsque vous avez l'écoulement d'un fluide dans un tube, la grandeur caractéristique D, elle est égale au diamètre intérieur. Et les caractéristiques du fluide, elles sont prises pour une température moyenne. Donc, c'est-à-dire, vous prenez la température du fluide, la température de la paroi, divisée par 2. Bien.
un exemple. Prenons un exemple. Donc je vous ai donné un exemple, vous allez le faire avec moi. Donc vous avez un conduit de climatisation qui lui il est à 30 degrés, dans lequel circule de l'air à 10 degrés. Le conduit il est circulaire, de diamètre intérieur 30 cm, la vitesse de mouvement moyenne de circulation elle est de 5 mètres par seconde. Ce que je vous demande, c'est de calculer la valeur du coefficient d'échange par convection entre l'air et le conduit. Ok? Et je vous donne les caractéristiques de l'air à la pression atmosphérique. Bien. Qu'est-ce que vous allez faire d'abord? Vous allez calculer le nombre de Reynolds et le nombre de Prandtl. Calculons le nombre de Reynolds. Allez-y, faites-le. Donc, vous allez prendre les caractéristiques du fluide à quelle température? Monsieur, Oui. donc pour le calcul, faut calculer, faut mettre 30 degrés plus 10 divisé par 2. Voilà. Vous allez travailler pour une température moyenne, c'est-à-dire, nous, on va travailler à une température de 20 degrés, c'est-à-dire 30 plus 10 divisé par 2. OK? Alors, pour 20 degrés, qu'est-ce que vous avez? Je vous ai donné les caractéristiques de l'air dans le tableau. Donc la masse volumique, elle est égale à combien? Elle est égale à 1,2045, c'est ça? Donc vous allez travailler avec les caractéristiques de l'air à 20 degrés. C'est-à-dire, le lambda il est égal à 0,0257, le C il est égal à 1005, la viscosité est égale à 1,82 10-5, et le coefficient alpha il est égal à 3,43 10-3. On est d'accord? Bien. Donc maintenant, calculez-moi le nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds est égal à la vitesse U fois D fois la masse volumique rho divisé par mu. Mais je sais pas le diamètre intérieur. Je vous l'ai donné, donc c'est avec le 30 cm, oui, c'est le diamètre intérieur. Faites-moi le calcul du nombre de Reynolds. Donc c'est U, donc U, c'est 5 mètres par seconde. D, c'est le diamètre intérieur, c'est une donnée, c'est 30 cm, donc il faut mettre 0,3 fois rho fois divisé par mu. Faites-le. Vous trouvez combien pour le nombre de Reynolds? À 99,27 par seconde. C'est ça. On trouve à peu près 99 272.
Ok? Donc ça, c'est le nombre de Reynolds. Maintenant, il faut calculer le nombre de Prandtl, PR. Le nombre de Prandtl, il est égal à mu C sur lambda. Donc mu, c'est 1,82 10 moins 5, C, c'est égal à 1005, divisé par lambda, qui est égal à 0,0257. Voilà, donc on trouve à peu près 0,71. Très bien. Une fois qu'on a calculé le nombre de Prandtl, maintenant on peut appliquer la loi qui calcule le nombre de Lucent. Alors le nombre de Lucent, dans le cas d'un écoulement dans un tube, c'est égal à 0,023 fois Reynolds à la puissance 0,8 fois le nombre de Prandtl qui est à la puissance n. Mais quel n on va prendre? Est-ce qu'on va prendre n égale 0,3 ou n égale 0,4? Donc il faut voir la température du fluide. La température du fluide, c'est 10 degrés. Donc, il est inférieur à la température de la paroi qui est égale à 30 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre pour N? 0,4. 0,4. Bien. Donc, maintenant, on peut calculer le nombre de Lucent. Pardon, monsieur. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? La température du fluide, Elle est à 10 degrés. la température de la gaine de climatisation, 30 degrés. donc ça veut dire que la température du fluide est inférieure à la température de la gaine, de la paroi. Oui, monsieur. Donc on prend 1 égale 0,4. Selon la formule que je vous ai donnée, que je vous ai distribuée. Il suffit d'appliquer la formule. Hein. Donc faites le calcul du nombre de Lucent, donc ça va être Lucent égale 0,023, le nombre de Reynolds, c'est 99 272 à la puissance 0,8, fois le nombre de Prandtl, c'est 0,71 à la puissance 0,4. Donc, qu'est-ce que vous trouvez? Le nombre de Lucent? Voilà, en cours à peu près 199,38. C'est ça, c'est juste. Bien. Maintenant, une fois qu'on a le nombre de Lucent, on sait que le nombre de Lucent, il est égal à H fois D divisé par lambda. L'objectif c'est de calculer H. Donc ça veut dire que H, c'est égal au nombre de Lucent fois lambda divisé par D. D étant égal à 0,3 mètres, c'est-à-dire 30 cm. Donc allez-y, faites-le, calculez H, le coefficient d'échange par convection. C'est-à-dire, c'est quoi ce coefficient d'échange par convection? C'est la chaleur qui est transmise de la paroi vers le fluide. Puisque la paroi elle est à 30 degrés. Donc c'est elle qui va transmettre la chaleur, puisqu'elle est plus chaude que l'air. Donc la chaleur qui est transmise par la paroi vers l'air, son coefficient d'échange, c'est ce H qu'on est en train de chercher. 17,08. Donc à peu près 17. 17, alors il faut mettre l'unité. 17, donc c'est des watts par mètre carré par degré d'écart. Donc c'est watts par mètre carré par Kelvin. Ok? Donc voilà un peu comment on détermine un coefficient d'échange pour un cas de convection dans le cas d'une convection forcée. C'est-à-dire, on calcule un nombre de Reynolds, un nombre de Prandtl, on cherche la corrélation qui correspond pour calculer le nombre de Lucent, et à partir de là, on détermine H.
Je vous ai donné un deuxième exemple. Je vais essayer de vous laisser le faire tout seul. Le deuxième exemple, c'est que vous avez, cette fois-ci, ce n'est pas un système de climatisation, nous avons le cas d'un système de chauffage, dans lequel circule de l'eau à 80 degrés. Alors, les conduits, c'est-à-dire les tubes de chauffage, le conduit il est circulaire, de diamètre intérieur 15 mm. On va prendre une vitesse moyenne de l'eau qui est de 1 mètre par seconde. On demande de calculer la valeur du coefficient d'échange par convection entre l'eau et le conduit, et on donne dans le tableau les caractéristiques physiques de l'eau. Alors, une remarque, on va admettre que l'eau et la conduite, ils sont à des températures très proches. D'accord? Parce qu'en général, la conduite, c'est en général des métaux. Donc, on va admettre que l'eau et la conduite sont à des températures très proches. Mais la température de la conduite, elle est inférieure à celle de l'eau. Allô. Oui? Je vous entends pas bien, parlez plus fort. Oui, oui, mais je vais vous donner le corrigé. Mais moi, j'aimerais que vous le fassiez maintenant. Il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer le corrigé, bien sûr. Bien. Alors, on admet que l'eau et la conduite sont à des températures très proches et on va admettre que la température de la conduite, elle est inférieure à celle de l'eau. D'accord? Alors, la même chose, vous faites le calcul du nombre de Reynolds, vous faites le calcul du nombre de Prandtl, ensuite vous faites une Nusselt et vous déterminez H. Allez-y, je vous laisse 5 minutes. Donc là, vous allez travailler à 80 degrés, puisque on a dit qu'ils sont à des températures très proches. On va travailler à 80 degrés, et là, ce n'est plus de l'air, hein, donc c'est de l'eau. Donc les caractéristiques que vous allez prendre, c'est les caractéristiques de l'eau, pas les caractéristiques de l'air. Allez-y, je vous laisse 5 minutes. Donc il faut commencer à venir avec une machine à calculer, hein, parce qu'on va faire, petit à petit, on va faire beaucoup d'exercices, hein, là. Surtout quand je vais commencer à faire le cours de réglementation. Déjà, en plomberie, il faut ramener la machine à calculer. Hein. Je dis, quand on va faire plomberie, on va faire beaucoup d'exercices. Hein. Donc il n'y aura pas que du cours. Hein. Il y aura plus de TD que de cours. Hein. Allez, je vous écoute. Combien vous avez trouvé le nombre de Reynolds? « 40,49. 40,49.
6 virgule. 40 491,66. Exact. Donc on va arrondir à 40 492. C'est exact. Donc c'est, si je fais le nombre de Reynolds, c'est égal à 1 fois 0,015 fois 271,8, que je vais diviser par 0,36 10 moins 3, et je trouve 40 492. Maintenant, faites-moi le calcul du nombre de Prandtl, PR. Monsieur, 2,26. 24. Exact. 2,26. Donc le nombre de Prandtl, ça va être égal à, donc je vais reprendre, donc ça va être 0,36 10 moins 3 fois 4196 que je vais diviser par 0,669. Et je trouve à peu près 2,26. Maintenant, calculez-moi le nombre de Nusselt. Alors attention, dans ce cas-là, on avait dit que la température de la conduite, elle est inférieure à celle de l'eau. C'est-à-dire la température du fluide, elle est supérieure. Hein. Donc si la température est supérieure, qu'est-ce que je vais prendre pour l'exposant, N? Quelle valeur je prends? 0,3. 0,3. Donc il ne reste plus qu'à calculer le nombre de Nusselt, NU. Monsieur, NU 24,54. Non, il y a une erreur de calcul. Hein. NU c'est 0,023 fois le nombre de Reynolds. On a c'est 40 492 à la puissance 0,8. Quand le nombre de Prandtl, Prandtl c'est 2,26 à la puissance 0,3. Parlez plus fort, je vous entends pas bien. 142,32. Voilà, on trouve à peu près 142, quelque chose. C'est ça. Tout le monde a trouvé ça? Oui, monsieur. D'accord. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à calculer le coefficient H. Comme tout à l'heure, on sait que le nombre de Nusselt, c'est H fois D sur lambda. Donc H est égal à mu fois lambda sur D. Donc, H égale, faites le calcul, sur le 37. non, c'est pas ce que je trouve, moi. Qu'est-ce que vous avez mis? H, vous avez pris combien? Donc H égale. Donnez-moi les chiffres que vous avez pris. 142. Oui, 142 fois. 0,669. Oui, divisé par.
0015. C'est ça. 6355. Voilà. 6355. 94. Voilà, mais allez, on peut arrondir, donc ça fait c'est à peu près 6356. Donc c'est quoi? Il faut donner l'unité, attention. En watts. Watts, mètre carré et Kelvin. Voilà. Donc on voit bien, si on compare les deux exemples, lorsqu'on avait la convection entre de l'air et une paroi, on avait trouvé 17. Et lorsqu'on prend un échange entre de l'eau et une paroi, on trouve à peu près dans les 6300. Donc vous voyez bien que le coefficient d'échange, il est beaucoup plus important entre liquide et paroi qu'entre gaz et paroi. C'est logique, hein, d'ailleurs on le voit tous les jours. Si demain, vous voulez refroidir, par exemple, vous avez un plat qui est très chaud, hein, si vous avez une surface qui est très chaude, pour la refroidir, ça va plus vite si vous mettez de l'eau que si vous soufflez dessus. Si vous avez une plaque chaude, si je veux la refroidir, elle va refroidir plus vite que si je me mets à lui souffler dessus. C'est-à-dire, je souffle, c'est-à-dire je vais envoyer de l'air. Donc, vous voyez bien que le coefficient d'échange, bon, c'est connu, le coefficient d'échange entre l'eau et une paroi, il est plus important qu'entre l'air et une paroi. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur cet exercice, c'est-à-dire que ce qu'il faut retenir, lorsque vous avez une convection forcée, ça veut dire quoi? C'est que vous avez une pompe, vous avez un ventilateur qui fait bouger le fluide. C'est-à-dire le fluide, ça peut être de l'air ou de l'eau, ou un fluide frigorigène. Alors lorsque j'utilise une pompe ou un ventilateur, le coefficient d'échange, on le détermine avec un nombre de Prandtl, avec un nombre de Reynolds et avec un nombre de Nusselt. Le nombre de Nusselt, il est donné par une corrélation. Bien. On calcule les différents coefficients en prenant la température moyenne et puis on applique la corrélation, on détermine H. C'est simple. Ok? Bien. Maintenant, vous avez le deuxième cas, c'est lorsque vous avez la convection naturelle. La convection naturelle, donc on a dit, dans ce cas, le mouvement du fluide, il se passe de manière spontanée, c'est-à-dire que vous avez un fluide qui est chauffé, ou là il est refroidi au voisinage d'une surface, et donc s'il est chauffé ou refroidi, sa masse volumique elle va varier, et donc si sa masse volumique va varier, soit le fluide il va monter, soit il va descendre. Ok? Si vous regardez le support de cours, la même chose, vous avez un certain nombre de paramètres qui entrent en jeu. Donc on introduit cette fois-ci le coefficient de dilatation, la viscosité, la conductivité, la chaleur massive, la masse volumique, etc. Bien. Et pour décrire la convection libre, on introduit un autre nombre, on n'introduit plus le nombre de Reynolds, on introduit ce qu'on appelle le nombre de Grashof. Donc la formule, elle est donnée dans le support de cours. Donc c'est le coefficient de dilatation fois G, fois la différence température, fois la masse volumique au carré, fois la dimension caractéristique à la puissance 3, divisé par la viscosité à la puissance 2. Le nombre de Prandtl, Mietbeddelch, c'est Nuc sur lambda, et le nombre de Nusselt, Mietbeddelch. Et donc vous avez, kiff, un certain nombre de corrélations qui sont utilisées pour les fluides. Alors, ce que je vais vous demander, vous allez essayer de le faire tout seul, et demain on va le corriger. Il y a un exemple, c'est le cas du plancher chauffant. Vous avez un plancher chauffant dans la surface, donc il est de 3 mètres sur 4 mètres, il est à 30 degrés, et l'air, elle est à 20 degrés. Et on demande de calculer le coefficient d'échange par convection entre le plancher et l'air du local. Donc,
Là, vous avez donc une surface, elle est à 30 degrés, et l'air, il est à 20 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les différents coefficients en faisant la moyenne. Donc, on a pris 30 plus 20 divisé par 2, donc on va travailler à 25 degrés. Donc 25 degrés, donc vous allez faire, puisque je vous ai donné un tableau où il y a 20 et 40 degrés, donc vous allez faire une interpolation. Bien, pour l'air en tout cas. Et puis vous allez calculer le nombre de gras chauffe, le nombre de printemps, le nombre de glycène, puis vous allez faire l'exercice. Ok? Donc ça on va le faire demain. Pour ce qu'on a fait aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, donc pour le calcul, il faut juste suivre les étapes. Tout ce qui est coefficient, tout ce qui est échange par convection, vous avez, déjà il faut savoir quel type de convection vous avez. Est-ce que vous avez une convection naturelle ou est-ce que vous avez une convection forcée? Si vous avez une convection forcée, vous devez calculer un nombre de Reynolds. Si vous avez une convection naturelle, vous devez calculer un nombre de Grashof. Donc vous avez les coefficients, vous allez les prendre selon une certaine température. La température, c'est une température moyenne. Vous prenez les valeurs, vous appliquez les formules, vous traduisez le coefficient H. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par interpolation? Interpolation, parce que si je prends l'exercice que je vous ai donné, là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez un plancher chauffant, il est à 30 degrés. Et l'air, il est à 20 degrés. Ok? La moyenne, elle sera à 25. La moyenne, elle sera à 25. Moi, dans le tableau, qu'est-ce que je vous ai donné? 20 et 40. 20 et 40. Donc, vous allez faire une interpolation entre 20 et 40. Vous allez déterminer les caractéristiques pour 25 degrés. Donc vous faites une interpolation linéaire. Normalement, vous avez dû faire ça en maths. Même si vous n'avez pas fait ça, on va faire essayer de le préparer pour demain. C'est pour ça que je vous dis, essayez de le préparer pour demain, essayez de faire l'exercice, puisqu'on va le continuer demain. Faites une interpolation. C'est-à-dire que, quand on fait l'interpolation, on fait, pour une différence température de 20 degrés, c'est-à-dire entre 20 et 40, vous avez un certain écart. Pour une différence température entre 20 et 25, c'est-à-dire vous avez 5 degrés, vous avez X, et vous déterminez X. Ok? Ah, d'accord. Révisez un petit peu comment on fait une interpolation linéaire. Et demain, alors attention, les interpolations linéaires, avec moi, vous allez en faire tout le temps. Hein. Donc, il faut bien s'entraîner pour faire ça. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Si on trouve des lacunes, on peut vous contacter par mail. Par le biais du délégué. Ah oui, on peut pas... Ah là, directement, non. Ça va me faire trop... C'est pas possible. D'accord. Donc, vous voyez le délégué dit les questions. Les questions du moyen. Donc, soit je règle les questions plus court, soit je fais un papier et je vous l'envoie. Je vous dis à peu près comment il faut faire. D'accord. Donc vous faites l'exercice, essayez de le faire en convection libre, essayez de le faire, faites l'interpolation. Demain on va corriger ça et on va passer au troisième type de transfert, c'est-à-dire les transferts par rayonnement. Ok? C'est bon? Bien. Donc on va arrêter là aujourd'hui, puisque je crois que vous avez un cours après, avec M. Djihad. Pardon? Je vous entends pas bien, parlez plus fort.
Parlez plus fort. Je vous entends pas. Hein. Bien. Je vous ai envoyé un document réglementaire. Avec le document réglementaire, il faut l'imprimer. Hein. Il faut l'imprimer pour qu'on puisse travailler dessus avec les clients de la semaine, mais la semaine prochaine. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, on lève la séance et à demain, Inch'Allah.